Contact extraterrestre avec les Pléiadiens de Héra. Vidéo exposant en résumé le contact extraterrestre avec les Pléiadiens, dont le contenu complet est à retrouver dans un article écrit du site contactstellaire.fr. Cette vidéo est découpée en 3 parties, à cause de l'énorme volume que constitue ce contact. Ici, la partie 1 abordera une introduction sur le contact Billy Meier, qui est Billy Meier, ses premiers contacts extraterrestres avec Sfat le Pléiadien, puis avec Asket de l'univers d'Al. Qu'est-ce que l'univers d'Al? Des voyages dans le temps avec Asket, en France au XIIIe siècle, puis en l'an 32, pour aller voir J-Manuel, autre nom de Jésus. Le chemin de vie de Billy Meier, guidé par Asket. Un témoignage prestigieux des contacts de Billy Meier avec Asket en Inde. Puis le premier contact pléiadien avec Semjase. Le Talmud de J-Manuel, dont Semjase parle à Billy Meier. Puis le grand voyage de Billy Meier, un voyage de plusieurs jours, où il est allé dans le système solaire, puis dans les Pléiades, et enfin dans l'univers d'Al, et dans le reste de l'univers, visiter diverses galaxies. Donc la partie 1 s'arrêtera sur une partie du grand voyage. La partie 2 terminera le grand voyage, avec une explication sur les structures spatio-temporelles et le passage entre les univers, puis la visite de mondes éloignés dans des galaxies très lointaines, et enfin les photos qui ont été prises lors du grand voyage. Semjase nous parlera des vaisseaux allemands sur Terre. Il y aura une description de la planète Héra, leur monde, et de l'espace-temps dimensionnel des Pléiadiens. Enfin, une apparence des extraterrestres observés par Billy Meier et des Pléiariens en particulier. La description de la vie dans la civilisation pléiarienne. La politique des Pléiariens face aux autres races de notre univers. Et le rejet des autres contactés, autres que Billy Meier, de manière insistante tout le long de leur conversation. Les technologies de propulsion des vaisseaux, des enseignements métaphysiques et spirituels qui ont été donnés par les Pléiariens, et la création des univers, la cosmogonie dimensionnelle et la vie dans les univers. La partie 3 parlera de l'histoire de la colonisation de la Terre par les Pléiariens et des êtres régressifs qui ont été engendrés à cette époque, qui sont restés sur Terre jusqu'à nos jours, les Pléiariens négatifs, puis diverses choses. Les vaisseaux pléiariens, d'Al et andromédiens. Sera parlé des preuves, le morceau de métal pléiarien donné par Quetzal à Billy Meier, les traces d'atterrissage qui sont restées pendant plusieurs années et ont été observées, mesurées, prises en photo par les enquêteurs, un saut de vaisseau spatial enregistré par 15 témoins et qui a été analysé, les tentatives de discrédit par des agences et par les Men in Black, les hommes en noir, avec l'altération des photos de Billy Meier qui ont été effectuées de manière quasi systématique pour le grand voyage. Les témoins, 87 qui ont été recensés. Une note d'information sur Calliope, la femme de Billy Meier. Et les confirmations par d'autres contacts extraterrestres, ce qui est un fait remarquable, que d'autres contacts parlent de Billy Meier et des Pléiadiens à plusieurs reprises. Et enfin, un avis en conclusion. Partie 1. Billy Meier a pris environ 1200 photos claires de soucoupes volantes et autres engins extraterrestres en plein jour sur pellicule 35 mm dans les années 1960 et 1970, bien avant l'ère du numérique. Des analyses indépendantes ont confirmé que ces images ne montraient pas de modèles réduits ni d'effets spéciaux, mais de véritables objets de grande taille. Il a également produit 8 films, une vidéo, des enregistrements sonores et des échantillons métalliques, tous authentifiés comme irréprochables. Meier est reconnu comme le contacté le plus célèbre, en raison de la qualité exceptionnelle et de la netteté de ses clichés de vaisseaux spatiaux. Ces photos ne résultent pas d'observations fortuites, mais d'exhibitions délibérées des extraterrestres qui lui ont accordé des rendez-vous durant plusieurs décennies. Leur objectif était de fournir des preuves claires pour que sa mission de contacté officielle soit prise au sérieux à l'échelle mondiale. Edward Albert Meier, plus tard dans sa vie surnommé Billy Meier,
est né le 3 février 1937 à Bülach en Suisse, où il vécut son enfance. Il a été contacté depuis l'âge de 5 ans en 1942. Il a observé quelques disques volants depuis son jardin, son père étant témoin du premier. Un jour de novembre 1942, alors qu'il jouait seul dans une prairie isolée derrière une forêt non loin de sa maison, un engin volant en forme de poire descend vers le sol. En sort un vieil homme qui ne lui dit rien et l'emmène faire un tour dans les airs avec son appareil volant et le ramènera sans un mot de prononcé. Edward n'en parlera pas à sa famille par peur. Le 3 février 1944, pour l'anniversaire de ses 7 ans, il se met à entendre une voix dans sa tête qui lui parle par télépathie pour la première fois et lui dit de bien écouter et apprendre ce qu'on lui dira ainsi dans la suite de sa vie. Il n'en parlera pas non plus à ses parents, de peur qu'on le prenne pour un fou. Les communications proviennent de la voix d'un homme qui dit s'appeler Sfat. Il expliquera à Edward qu'il est préparé pour mener une mission qu'il avait acceptée avant de s'incarner et que sa vie a été sauvée par l'intervention de Sfat lorsqu'il avait 6 mois. De fait, en interrogeant ses parents, Edward apprendra qu'il était tombé dans le coma à 6 mois des suites d'une pneumonie et devait mourir dans les heures suivantes selon le médecin. Il a guéri d'un coup, miraculeusement, personne n'avait compris. Durant l'été 1944, alors qu'il joue seul dans la forêt derrière chez lui, Sfat le contacte par télépathie pour lui dire qu'il va venir le voir et lui demande de ne pas avoir peur. Et l'engin volant en forme de poire apparaît et se pose. En sort le vieil homme de son premier contact de 1942, qui se présente comme Sfat. Edward estime son âge apparent à 90 ans. Il est habillé dans une combinaison de type plongeur, argenté. Il lui parle cette fois-ci, et lui demande de le suivre dans l'appareil. Edward a le loisir d'observer une petite pièce avec 3 fauteuils et des instruments de contrôle. Il est emmené en vol et voit le paysage extérieur par des sortes de fenêtres. Sfat lui expliquera que ce ne sont pas des fenêtres, mais des écrans plats de visualisation, et qu'on inventera le même genre d'écran sur Terre dans le futur. Edward reste plusieurs heures dans le vaisseau, où Sfat lui donne de nombreuses informations. Sfat lui dit que la Deuxième Guerre mondiale se terminera fin 1945 avec un événement destructeur majeur du type de celui de Sodome et Gomorrhe. De fait, cela sera les bombes atomiques larguées au Japon. Sfat placera un ensemble d'appareillages autour de la tête d'Edward, qui sentira des forces et énergies s'écouler en lui, ainsi qu'un nombre incalculable de connaissances et de savoirs anciens, de mémoires réveillées, d'informations sur le futur, etc. Sfat lui expliquera qu'il a rendu à Edward des capacités et connaissances qu'il avait provenant d'autres vies qui sont remontées à sa conscience, ceci afin de servir à sa mission à venir. Puis il le ramènera sur Terre, à l'endroit même où il avait été pris dans les airs. Edward ne reverra plus jamais Sfat. Il continuera à l'entendre par télépathie pour lui transmettre des connaissances pendant quelques années. Le 3 février 1953, alors que Sfat lui parlait par télépathie, sa voix semblait d'un seul coup plus vieille et fatiguée, en s'atténuant peu à peu jusqu'à s'éteindre complètement d'un coup. Quelques heures avant la disparition de la voix de Sfat, le même jour, une nouvelle voix se mit à lui parler par télépathie. Une voix semblant jeune et vigoureuse, douce et harmonieuse. La voix s'identifie comme étant une femme appelée Asket. Elle devint son second contact, prenant le relais de Sfat. Edward apprendra plus tard que Sfat était décédé. Ce 3 février 1953, Asket donne rendez-vous à Edward avec un vaisseau et l'emmène dans le désert de Jordanie pour plusieurs jours afin de l'enseigner. Elle lui dira que son monde d'origine se trouve dans l'univers d'Al, dans le système Hakon, un système qui est étranger aux humains de la Terre, un univers parallèle, entouré de plusieurs autres univers. Beaucoup de ces univers existent dans d'autres plans temporels et dans des espaces totalement étrangers pour nous. L'univers d'Asket est un univers jumeau, parallèle à celui des humains de la Terre appelé univers d'Ern, situé dans un plan similaire. La différence
entre leur temps et le nôtre est minime. La raison de leur présence dans l'univers d'Erne des Terriens remonte à des siècles, liés à leur désir d'explorer et à un devoir de sa race qui, depuis les temps anciens, provient de cet univers d'Erne. Asket demandera à Edward Meyer le secret sur ses contacts avec elle et il sera autorisé en 1975 par les Pléiadiens à en parler, donc ces informations n'ont pas été diffusées avant 1975. Asket lui dit que dans l'univers d'Al, le temps s'écoule sur un axe temporel inversé, sa matière pouvant être considérée par nous comme étant de l'antimatière en quelque sorte. Les deux univers ne communiquent pas entre eux, mais par des avancées techniques qui avaient été perdues pendant longtemps, une barrière entre les univers a été rouverte par un portail construit situé dans la galaxie d'Andromède, à 2,2 millions d'années-lumière de nous. Ils peuvent passer de l'un à l'autre, permettant à Asket et sa race d'explorer à nouveau l'univers des humains de la Terre, dont leurs ancêtres provenaient. Beaucoup plus tard, il sera donné le nom de la planète de Asket dans l'univers d'Al. C'est la planète Timar, du peuple Timar dans l'univers d'Al, prononcé Témer en anglais. Edward apprendra aussi beaucoup plus tard que Sfat était un Pléiadien, qu'il avait confié à Asket pour qu'elle le développe et le prépare à un futur plan pléiadien. Les Dal menaient un projet actif sur Terre à cette époque. Asket explique qu'ils ont découvert notre système solaire et la Terre, qui a des liens anciens avec les Pléiadiens. Ces derniers sont les descendants d'êtres venus de l'espace lointain, notamment de la Lyre et de Vega. Le peuple d'Asket est aussi descendant de ce même peuple, qui savait aller dans l'univers d'Al à cette époque, savoir qui fut perdu ensuite. Aujourd'hui, les descendants de la Lyre vivent dans des mondes déplacés dans le temps et l'espace, de l'autre côté du système des Pléiades. Dans moins de 20 ans, Edward recevra des explications directes de leurs ancêtres pléiadiens lorsqu'il sera prêt à comprendre ces connaissances. Le 8 février 1953, Edward et Asket voyagent dans le désert jordanien depuis 5 jours où elle lui dispense de nombreux enseignements. Lorsqu'un homme, Jichi, de son nom complet Ilyich Ustinov, s'approche intrigué par leur vaisseau. Après une brève discussion, Edward lui explique qu'il est de la Terre et qu'Asket est une extraterrestre. Asket propose à Jichi de voyager dans le passé pour résoudre des mystères. Et bien qu'hésitant, il accepte. Il monte à bord du vaisseau et un rayon les soulève lentement. Jichi, effrayé, se calme rapidement grâce aux explications d'Asket qui lui annonce qu'ils vont voyager jusqu'au XIIIe siècle en France. Avant de partir, Asket lui demande de garder le secret, car en parler pourrait menacer la stabilité de la Terre et des autres planètes. Jichi accepte à contre-cœur. Le vaisseau d'Asket peut en effet se déplacer dans l'espace, mais aussi dans le temps. Asket prend les commandes du vaisseau et quitte rapidement l'atmosphère terrestre, s'enfonçant dans l'espace. Jichi, paniqué, se sent mal, mais Asket le rassure en lui expliquant qu'ils vont voyager dans le temps et devenir invisibles pendant une fraction de seconde. Le processus, avant le saut, dans le temps, dure environ 10 minutes, mais le voyage lui-même ne prend qu'une fraction de seconde. Tout autour du vaisseau se met à scintiller avant de disparaître. Edward a l'impression de ne plus exister physiquement, se sentant transporté dans un état de silence, de paix et d'amour infini. Bien qu'il ne comprenne pas techniquement le processus, Edward acquiert des perceptions profondes durant cette fraction de seconde. Puis, aussi rapidement qu'un éclair, le vaisseau revient dans l'atmosphère terrestre, descend doucement et atterrit dans la clairière d'une vaste forêt. Pendant les 6 jours qui vont suivre, Asket guidera Edward et Jichi à travers différentes époques, tant du passé lointain que du futur, leur permettant de vivre des expériences qui contredisent les affirmations des archéologues et des scientifiques. Ceci est la première aventure seulement. Asket, Edward et Jichi arrivent en France au XIIIe siècle, où ils découvrent une époque et une langue inconnues. Grâce à des instruments de traduction portés à leur ceinture, ils peuvent comprendre les habitants et se faire comprendre d'eux sans action à effectuer, la traduction opérant dans leur cerveau directement. Après une promenade, ils vont rejoindre la maison de Jetieli, un scientifique local considéré comme un sorcier, qu'Asket connaît déjà et dont elle dit qu'il est seulement un scientifique et pas un sorcier.
elle lui présente Edward et Jichi, en expliquant qu'ils arrivent du futur. Jichi lui offre sa lampe de poche qui intrigue et étonne Jay Kelly. Ils échangent des idées sur l'électricité que Jay Kelly commence à comprendre. Avant de partir, Jichi lui donne un générateur électrique de clôture qu'il propose à Jay Kelly d'utiliser pour piéger les curieux et assurer sa réputation de sorcier, comme plaisanterie. Le groupe quitte ensuite Jay Kelly et retourne au vaisseau pour repartir dans l'espace et le temps. Asket explique à Jichi que, grâce à leur précédent voyage dans le passé, il est désormais prêt à découvrir la vérité sur les événements de l'année 32, qui ont été falsifiés dans le Nouveau Testament. Ils se rendent dans le passé pour comprendre l'histoire réelle, bien différente de celle enseignée dans les Écritures. Jichi réagit violemment en rejetant les religions et les manipulations humaines. Mais Asket reste calme, tandis qu'Edward lui conseille de chercher la vérité, malgré les erreurs des religions. Avant leur voyage, Asket leur fournit des vêtements traditionnels pour ne pas attirer l'attention lorsqu'ils seront arrivés dans le passé. Déguisés, ils ressemblent à des personnes de ce temps ancien. Arrivés sur le mont des Oliviers, près de Jérusalem, ils rencontrent J-Manuel, qui a été présenté comme le Christ. J-Manuel leur parle de sa capacité de clairvoyance, lui permettant de voir au-delà du temps. Il parle de son enseignement, qui sera déformé et utilisé contre lui. Il explique que la vérité qu'il porte est impopulaire et entraînera sa persécution. Il évoque les mensonges des scribes et des pharisiens et prédit que son nom sera associé à un culte dangereux. Edward lui pose des questions sur l'absence de documentation directe de ses enseignements. J-Manuel explique que, à son époque, l'écriture n'était pas courante et que ses enseignements ont été transmis oralement. Il parle aussi des falsifications de son histoire, notamment en ce qui concerne Judas Iscariote, qui sera injustement accusé de trahison. Il prédit que dans le futur, les gens ne croiront pas à la vérité et seront influencés par des cultes erronés. J-Manuel exprime sa douleur face à la déformation de son nom en Jésus-Christ, créé par Paul et les fondateurs du christianisme. Il met en garde contre les tentatives de discréditer les textes authentiques et la manipulation spirituelle qui suivra. Il explique aussi que la date de sa naissance, célébrée le 24 décembre, est une erreur et une célébration païenne, et que le vrai jour devrait être le 3 février. Enfin, J-Manuel parle de la différence dans leur développement spirituel. Il explique que, bien qu'ils vivent dans un temps plus ancien, il est honoré de répondre aux questions d'Edward, qui est bien plus avancé spirituellement, vivant dans un futur à environ 2000 ans de son époque. J-Manuel conclut en expliquant que, malgré les défis et la falsification de la vérité, il faut toujours chercher la vérité et rester fidèle à elle. Asket continuera à donner de très nombreuses connaissances à Edward durant des années, par télépathie. C'est elle qui lui dira de partir à l'étranger, où il voyagera pendant des années, afin d'explorer et apprendre. Elle l'a amené à suivre des chemins pour lesquels il se renforcerait en étant confronté à des difficultés et de l'adversité. Cela faisait partie de sa formation. Edward ira dans la Légion étrangère française. Il ira dans les caravanes du désert, pris par les esclavagistes et les trafiquants d'alcool, entre les mains des pirates de la mer d'Arabie, et à travers l'océan Indien, avec les contrebandiers jusqu'au sous-continent indien, où il a gagné sa vie comme attrapeur de serpents, mendiant et ascète. Il gagnera son surnom de Billy durant un voyage à Téhéran, et il gardera ce nom depuis lors. En Inde, en 1964, Billy entra sur suggestion d'Asket dans un ashram à New Delhi, où il étudiait et méditait sous la direction d'un enseignant spirituel. Asket le contactait de nombreuses fois, et il a vu son vaisseau spatial discoïdal souvent, qu'il a pris en photo, et que vous pouvez observer sous plusieurs angles parmi les photos que Billy partage. Le vaisseau était observé à la fois par lui, et parfois par des dizaines, des centaines de témoins, pendant des années. Phobal Cheng, diplomate cambodgienne aux Nations Unies, a témoigné des vaisseaux spatiaux vus en 1964 à l'Ashoka Ashram auprès de Billy Meyer, alors qu'elle, son frère et son grand-père y résidaient. Elle était une enfant lorsque Billy Meyer suivait l'enseignement en Inde à l'Ashoka Ashram comme elle. Non seulement elle avait assisté à des apparitions régulières d'OVNI à l'ashram, et elle témoigne que Meyer était en contact avec leur pilote,
Mais Asket, la deuxième guide extraterrestre de Billy Meyer, venait la voir, elle et son frère, chaque soir, ce qui était devenu normal pour elle. De plus, son grand-père avait été un contacté lui aussi durant cette période, et elle avait vu 2 extraterrestres le visiter. Elle a témoigné une fois sa carrière de diplomate terminée, car cela l'aurait mise en difficulté. Le contact s'arrête avec Asket en 1964. Celui avec Sfat avait duré 11 ans, celui avec Asket aussi. Asket lui dira que de nouveaux contacts de période de 11 ans auront lieu plus tard pour lui, avec les Pléiadiens, dans environ 10 ans. En 1965, il perd son bras gauche dans un accident de voiture en Turquie, le rendant handicapé à vie. Puis il rencontre Calliope, surnommée Poppy, en Grèce quelques mois après, qu'il épouse. Lui et sa femme fuient les parents de Poppy, qui n'acceptent pas le mariage de leur jeune fille de 18 ans. Et, en 1975, Billy Meyer et sa femme habitent à Hinwil dans le canton de Zurich, en Suisse. Il travaille à temps partiel comme agent de sécurité et loue une ferme appartenant à la commune pour une somme modique pour l'aider lui et sa femme, car il est handicapé. Le 28 janvier 1975, alors qu'il était chez lui, Billy Meyer reçoit une injonction psychique forte sans entendre de voix qui lui fait comprendre de manière puissante qu'il doit partir de chez lui en emmenant un appareil photo. Alors qu'il circulait à mobilette, qu'il conduit d'une seule main à cause de son handicap, sans savoir où il allait vraiment et sous influence télépathique, Billy Meyer fait une rencontre en campagne isolée avec un vaisseau spatial qui se déplace à quelques centaines de mètres de lui dans les airs et finit par atterrir à 150 mètres. Il le prendra en photo durant sa descente et produira 6 photos extraordinaires de l'appareil. En sort une jeune femme. Elle vient vers lui et lui parle en bon allemand. Elle lui dit s'appeler Semjase et être une pléiadienne. Quand Billy Meyer lui demande si elle n'a pas peur que son vaisseau soit vu, elle explique avoir installé un champ de force qui empêche quiconque de l'approcher à moins de 500 mètres et que le vaisseau est hors de vue de quiconque actuellement, caché par la forêt environnante. Elle explique à Billy qu'il a été choisi de longue date pour être contacté et qu'il doit écrire et témoigner du contact avec eux. Ils vont se voir très souvent et il devra prendre le plus de photos possible. Il devra amener un appareil avec lui comme maintenant. Sa mission est de produire des preuves en quantité. Semjase lui explique que d'autres personnes aussi ont été contactées par eux, mais certains ont refusé de témoigner par peur d'être pris pour des fous et enfermés par les autorités médicales. Certains ont été déloyaux, d'autres n'étaient pas assez courageux pour continuer le contact. Elle dit que concernant les photos de vaisseaux spatiaux qui existent, très peu sont authentiques, beaucoup étant de vagues lumières ou des fraudes. Elle dit que beaucoup de contactés ont écrit pour leur propre gloire et ont menti pour se faire valoir. Pour montrer que le contact avec Billy est réel, au contraire des falsificateurs, ils veulent qu'il puisse produire des photos claires, nettes et de qualité extraordinaire. Semjase dit que beaucoup de contactés ont dit avoir été en contact avec des êtres de notre système solaire, ce qui est faux, car ces mondes ne sont pas habités selon eux. Elle indique aussi que des êtres venant d'autres planètes stellaires sont venus sur Terre, qui sont dans des attitudes barbares pires que les terriens, et qu'elle vient aussi pour nous prévenir de leur existence. Ces êtres ont parfois détruit des planètes entières et détruisent tout ce qui est un obstacle sur leur chemin. Selon les enquêteurs qui ont diffusé au tout commencement le matériel de Meyer, il est apparu dès le début que Semjase ne voulait pas que Meyer s'intéresse à d'autres cas d'OVNI, craignant peut-être que cela ne le détourne avec ces cas. Elle critique sévèrement les autres contactés extraterrestres et dénonce en fait tous ceux, un tant soit peu connus ou pas, comme étant des fraudes, ce qui a eu pour effet de retourner les groupes d'études des OVNI contre cette affaire et contre Meyer personnellement. C'est le seul cas de contacté qui attaque l'ensemble des autres contactés. D'habitude, les contacts extraterrestres se gardent de parler des autres contacts. Ici, Semjase en parle dès la première rencontre pour tous les démonter mani militari. Semjase explique que sa mission est aussi dirigée vers les religions et le sous-développement spirituel de l'esprit humain. Ils veulent nous permettre de trouver un chemin de progrès spirituel et des buts de vie que les religions ne donnent absolument pas.
Semjase explique que notre concept de Dieu est erroné et même niais. Elle explique qu'un simple humain, appelé J-Manuel et appelé par nous Jésus-Christ, est pris pour le Fils de Dieu et le Créateur lui-même, alors qu'il n'existe pas de Dieu en tant qu'entité, mais une création en tant qu'intelligence supérieure qui ordonne l'univers. Elle demande à ce que Billy diffuse une copie qu'il a d'un vieux manuscrit secret qui est connu de lui, et d'un de ses amis contactés par eux, cet ami ayant refusé de poursuivre les contacts par peur, et a même détruit le manuscrit original. Enfin, elle lui dit qu'il sera amené avec eux dans leur vaisseau, dans un prochain contact. Tout cela lui sera dit dès le premier contact. Le manuscrit en question est celui de J-Manuel, racontant la vie de celui appelé Jésus-Christ. Semjase fait référence au fait que Billy avait été amené par Asket en 1953 en voyage dans son vaisseau dans le temps, en l'an 32, et avait pu rencontrer J-Manuel et parler avec lui, comme l'a révélé Billy par la suite. Le prêtre grec orthodoxe à Jérusalem nommé Isa Rachid se disait en contact avec les Pléiadiens et les habitants de l'univers d'Al, des années avant que Billy Meyer ne rencontre Semjase. Et lui et Billy Meyer, qui étaient amis, avaient été guidés par Asket en 1963 pour trouver un manuscrit original racontant la vie de J-Manuel, appelé le Talmud de J-Manuel. C'était Isa Rachid qui avait été contacté télépathiquement le premier par Asket et informé du lieu approximatif où lui et Billy trouveraient en effet le manuscrit. Le Talmud de J-Manuel explique qu'un groupe extraterrestre des Pléiades aurait influencé l'histoire humaine, en guidant spirituellement certaines âmes à travers la réincarnation. Ces êtres, génétiquement compatibles avec les humains, auraient commencé ce processus il y a 10 000 ans avec Enoch, et auraient orchestré l'incarnation d'une âme avancée en J-Manuel, souvent identifié à Jésus, vers l'an 6 après Jésus-Christ. J-Manuel aurait reçu une éducation approfondie, notamment en Inde, et aurait eu des contacts occasionnels avec ces extraterrestres. Ces enseignements ont été déformés par la suite. Selon ce document, J-Manuel ira en Inde après la crucifixion, dans laquelle il ne décédera pas, aux côtés de Judas Thomas, son frère, et de Marie, sa mère. L'histoire complète ne fut finalisée qu'au début du IIe siècle en Inde, où une transcription des rouleaux fut également réalisée. Après la mort de J-Manuel au Cachemire à cette époque, son fils aîné aurait rapporté les rouleaux et leur transcription en Palestine ou en Anatolie. Lors de son 31e contact, le 17 juillet 1975, Billy est informé qu'il partira pour un long voyage de plus de 30 heures et doit apporter du matériel photographique en quantité. Accueilli et enfourré par Semjase, il est transporté à bord d'un vaisseau. Ce voyage sera le plus grand de sa vie. Après son retour, 5 jours plus tard, il retranscrit télépathiquement tout le contenu des échanges. Avant le départ de la Terre, il prend des photos depuis un écran de vision. Puis, le vaisseau se dirige vers Vénus. En demandant s'il pourra photographier des Vénusiens, Billy se voit rappeler par Semjase que Vénus est dépourvue de vie. Un dispositif a été installé à côté d'un écran 3D spécial de 50 cm, permettant à Billy d'observer l'extérieur et de prendre des photos de haute qualité malgré les champs d'énergie du vaisseau. Pour l'aider, ils ont aussi acheté un appareil photo terrestre, ce qui surprend Billy. Semjase lui révèle qu'ils se sont simplement rendus en ville sur Terre, déguisés en terriens, pour l'acquérir. Billy prendra des photos de Vénus de loin. Ce monde est dans les premières étapes de développement d'une vie primitive, selon Semjase. Le vaisseau plonge dans l'atmosphère de Vénus à 40 km d'altitude, et Semjase lui dit couper les capteurs qui projettent la vue sur l'écran adapté aux photos à cause de la trop grande chaleur de l'atmosphère. Les Billy voient la surface par les écrans de vue extérieurs normaux du vaisseau. La surface lui paraît sauvage et couverte de cratères. Puis, ils vont vers Mercure et d'autres planètes du système, et Semjase lui interdit de prendre des photos de près de ces mondes, ce qui a étonné Billy. Des formes de vie existaient sur certaines planètes, totalement différentes de la vie humaine. Des bases extraterrestres sont aussi observées sur certaines de ces planètes. Puis il repasse près de la Terre, et Billy verra des capsules Apollo et Soyouz et des engins extraterrestres en orbite. Sur 5 vaisseaux extraterrestres qu'il voit, Semjase lui indique qu'un seul est pléiadien.
Les 4 autres appartiennent à d'autres races extraterrestres qui observent la Terre. Selon elle, les vaisseaux sont tous invisibles, et c'est grâce à leurs capteurs qu'ils les perçoivent sur les écrans de visualisation intérieure que regarde Billy. Il assiste à l'amarrage d'une capsule Soyouz avec une capsule Apollo. Semjase demande à Billy s'il veut voir l'intérieur des capsules humaines sur l'écran. Elle explique que leurs capteurs peuvent parfaitement voir à travers la matière, car ce qu'ils captent n'est pas la lumière, mais une autre forme d'énergie qui est émise par la matière, qui est retranscrite en images visuelles sur leurs écrans. Et de fait, Billy est intéressé, et leur vision plonge dans l'intérieur de la capsule, quand Semjase touche les réglages près de l'écran. Il y voit les astronautes en espace restreint, aussi bien ceux de Soyouz qui ont l'air coincés sans espace disponible, que ceux d'Apollo qui ont l'air d'avoir plus de place. Semjase lui dit qu'il a l'autorisation de prendre quelques photos de satellites en orbite et d'Apollo, et qu'ensuite ils vont se diriger vers leur grande station spatiale dans notre système solaire. Ensuite, ils se dirigent vers leur station spatiale, en fait un gigantesque vaisseau-mère. Billy profite de la vue sur l'espace profond, la Voie lactée, à travers les écrans, assis. Ils arrivent au vaisseau-mère, qui s'appelle l'immense de l'espace, lui dit Semjase. Il voit une sorte de sphère métallique gigantesque qui réfléchit la lumière solaire. En approchant, il la voit comme une petite planète avec une quantité de petits vaisseaux lumineux en forme de lentilles tout autour. Une sorte de porte de hangar est ouverte et il rentre dans un hangar carré, faisant environ 100 mètres de côté. Le vaisseau, de forme sphérique, est immense. Billy interroge Semjase à ce sujet. Elle lui dit qu'il héberge 144 000 personnes, que le vaisseau est totalement indépendant et est leur développement technologique le plus récent. Il fait des voyages interstellaires qui peuvent franchir des barrières interunivers. Billy et Semjase quittent le vaisseau d'exploration par leur faisceau de transport énergétique et sont dans le hangar de l'autre côté d'une sorte de grande paroi transparente à travers laquelle ils voient toutes sortes de vaisseaux, de formes qu'ils n'avaient jamais vues. Des humains marchaient partout, des machines en fonctionnement et des sortes de robots androïdes qui œuvrent pour effectuer diverses tâches consistant à s'occuper de ces vaisseaux. Ils montent dans une sorte de véhicule flottant à 20 cm du sol pour se déplacer dans cet énorme vaisseau. Le hall du hangar occupe le bas du vaisseau et fait de l'ordre de 800 mètres approximativement de section, selon Billy. Ils montent avec leur engin dans une ouverture qui sert de sorte d'ascenseur. Ils grimpent de 11 km dans le vaisseau pour arriver dans sa partie centrale, où est la ville. Les murs sont illuminés de couleurs bleutées. Semjase lui dit qu'il ne sera pas autorisé à prendre des photos à l'intérieur. Il le sera plus tard. Il est amené à une coupole en haut du vaisseau, dans le centre de contrôle, après avoir pris d'autres transports internes. Il est amené à rencontrer le gouverneur du vaisseau, nommé Ptah, portant le titre de Jihaway, et semblant âgé de 75 ans apparemment, sorte de titre qui désigne un leader à la fois spirituel et politique, ayant de grandes capacités démontrées, qui le conduisent à être mis à de grandes responsabilités. La coupole tout entière est transparente, et fait plusieurs kilomètres de diamètre. Billy voit l'espace extérieur comme s'il était plongé dedans, et a peur que le verre casse. Mais il apprend que c'est le métal épais et résistant du vaisseau qui est rendu transparent depuis l'intérieur par des rayonnements, sans changer de solidité ou de structure. Billy vit le premier hypersaut du vaisseau, qui l'emmène en un endroit où Semjase lui dit exactement « Tu es à 500 années-lumière de ton monde. Regarde par là. Cette formation d'étoiles, ici, c'est notre monde. Ce sont les Pléiades. Nous ne sommes qu'à 211 millions de kilomètres de la plus proche étoile. » Note, la science terrienne dit que l'amas des Pléiades est situé à la distance de 445 années-lumière, contenant des milliers d'étoiles, avec quelques étoiles distantes de l'amas allant de 340 à 610 années-lumière de la Terre. À 500 années-lumière, Billy serait forcément en dehors de la partie principale de l'amas, et loin des étoiles connues comme Taygeta, qui est à 440 années-lumière. Cette information sur les 500 années-lumière, où est situé leur monde, est publiée depuis le contact de 1975 et archivée dans les livres parus en 1980 et 1981. Ceci s'expliquera plus tard. Le système d'écran, qui permettait à Billy de prendre en photo l'extérieur avec son appareil dans le disque d'exploration, est mis en place sur une paroi du vaisseau-mère par un androïde pour lui,
pour prendre d'autres photos. Sur demande de Billy, Semjase lui montre leur alphabet, qui date de 11 000 ans, et la façon dont il se prononce. Des sondes enregistrent les pensées et émotions de Billy, reliées à leur ordinateur, afin d'enregistrer le détail de son expérience à bord, et pouvoir la lui rejouer télépathiquement, quand il sera de retour sur Terre, afin d'en faire un compte-rendu précis. Un saut dans l'hyperespace est de nouveau effectué, et ils arrivent près de la nébuleuse d'Orion, à 1800 années-lumière de la Terre. Il a le droit de prendre des photos. Puis d'autres sauts sont effectués, qui les emmènent en divers endroits de l'espace, et il prend des photos là aussi. Un dernier saut les emmène dans une zone de l'espace où Billy ne voit quasiment plus aucune étoile. Ptah lui dit qu'ils sont arrivés au dernier point de cet espace, lorsqu'ils arrivent dans un système dénommé Kaltos, formé d'étoiles géantes bleues. Ptah explique que sur Jupiter, Saturne et Uranus, il n'existe aucune forme de vie physique solide ou sur un plan spirituel, quand par la même occasion, il parle de forme de vie dans Kaltos, de très petite taille. Ptah dit aussi à Billy que les religions n'existent de nulle part ailleurs que sur Terre dans l'univers connu. Certains voyageurs spatiaux ont importé les religions terriennes sur d'autres planètes à des fins d'études sociologiques. Semjase dit à Billy qu'elle connaît Asket, que cette dernière lui a expliqué avoir été en contact avec Billy et qu'elle l'a mise au courant aussi de leur voyage dans le temps en vaisseau. Billy dit qu'Asket lui avait formellement interdit d'en parler jusqu'à ce qu'il y soit autorisé par un signe. Semjase lui dit qu'elle lui fait ce signe. Il peut en parler maintenant. Ray lui dit qu'il peut maintenant publier ses rapports écrits concernant les contacts qu'il a eus avec Asket jusqu'en 1964, s'il les a conservés. Billy confirme les avoir toujours et qu'il publiera le contenu. En fait, Billy ne retrouvera qu'une faible partie de ses notes, uniquement celle du début du contact avec Asket, et seule cette partie sera publiée. Semjase explique qu'après qu'elle ait coupé le contact en Inde en 1964 avec Billy, Asket a obtenu la coopération du Haut Conseil pléiadien. Et avec l'aide de la race d'Asket de l'univers d'Al, les Pléiadiens ont obtenu des capacités technologiques qu'ils ont pu intégrer à leur vaisseau, comme ceux de voyager dans le temps qu'ils ne possédaient pas. Ptah est le commandant en chef de la flotte pléiadienne, et responsable également de certaines planètes habitées, mais pas dans le rôle de dirigeant despotique, ce qui s'est produit sur Terre dans une certaine mesure à une époque antérieure. Son rôle est d'être responsable de la diffusion des enseignements spirituels et du développement des planètes qui lui sont confiées à ce titre. À l'heure actuelle, Ptah est responsable sur 3 planètes différentes, dont 2 nous sont connues sous le nom d'Hera et de Terra. Terra est le nom donné par les Pléiadiens à notre planète, la Terre. Billy apprendra plus tard dans d'autres contacts par Semjase que Sfat, qui était décédé à l'âge de 1000 ans, était le grand-père de Semjase, qu'elle-même a 330 ans, et que Ptah est son père, et il a 775 ans. Asket est une cousine de Semjase. Le peuple d'Al, d'Asket, connaît très bien les Pléiadiens. Ils se sont retrouvés quand les Dal ont trouvé le moyen de revenir dans l'univers d'Erd. Et ils ont en fait une origine commune. Lorsque des Pléiadiens ont émigré vers l'univers d'Al, il y a des centaines de milliers d'années, avant que la technologie de voyage entre les univers ne soit perdue, jusqu'à il y a peu. Selon Semjase, les Pléiadiens ont environ 3500 ans d'avance technologique sur la Terre, et leurs amis de l'univers d'Al ont environ 350 ans d'avance sur eux et les assistent technologiquement. Continuons le grand voyage de Billy. Ptah annonce qu'ils sont arrivés à leur destination. Billy voit une immense structure lumineuse, scintillant de toutes les couleurs, ressemblant à un tunnel. Ptah lui révèle qu'il s'agit du passage à l'univers d'Al, et lui propose même d'en prendre une photo. Il explique que cette structure est produite par un vaisseau spatial situé très loin, au centre d'un anneau lumineux marquant la fin de leur univers. Semjase lui dit que le tunnel mesure 177 km de diamètre et s'étend sur 7103 milliards de kilomètres de long. Lorsqu'il demande pourquoi il s'en approche, Semjase lui annonce qu'ils vont le traverser pour rejoindre l'univers d'Al. Au bout du tunnel, Billy est arrivé dans l'univers d'Al et il voit un vaisseau d'un type différent, qu'il reconnaît comme de type d'Al, avec des étoiles au loin derrière.
Semjase lui dit qu'il va revoir Asket. Elle est dedans, mais ils doivent y aller en disque volant. Ils retournent au hangar, prennent le petit appareil de Semjase et vont dans le vaisseau mère où est Asket. Ils arrivent dans un petit hangar qui n'accueille aucun autre vaisseau que le leur. Et là, ils voient Asket. Elle lui présente une amie, avec qui elle est, appelée Nera. Billy, qui s'étonne d'avoir affaire à tant de femmes, demande pourquoi. On lui explique que hommes et femmes ont exactement la même prédominance dans leurs fonctions chez eux, mais qu'ils avaient déterminé que Billy serait plus réceptif à des contacts féminins, et ont intentionnellement orienté le contact en ce sens, les hommes étant réservés à d'autres contacts secondaires avec lui. Il demande à faire des photos d'Asket et Nera. Asket accepte avec réticence, en disant qu'elle ne retournera plus sur Terre avant très longtemps, donc c'est acceptable, mais que les champs d'énergie du vaisseau, qui sont partout, rendront les photos floues, comme d'habitude. Rien n'a été prévu pour des photos d'intérieur pour Billy. Il prend quand même des photos et note qu'elles ne sont pas en combinaison spatiale moulante comme c'est le cas de Semjase. Par contre, comme Semjase doit encore aller sur Terre pour ses missions, pour sa tranquillité, elle ne sera pas prise en photo. Fin de la partie 1. Suite à venir en partie 2. Si vous êtes intéressé à en savoir plus, un article complet dont est issue cette vidéo résumée est à retrouver sur le site contactstellaire.fr. Vous trouverez le lien vers l'article dans le descriptif attaché à cette vidéo.